Vous avez reçu le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et sciences. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce prix? Alors, c'est un prix qui a pour but d'inciter les jeunes femmes à poursuivre dans une carrière scientifique. Donc le prix est destiné à toutes les femmes qui font des sciences. Donc parmi les femmes primées, il y avait effectivement des mathématiciennes, mais aussi des biologistes, des physiciennes. Donc toutes les disciplines touchant aux sciences. Et l'idée, c'était que ce prix leur permettait de financer les recherches. Donc par exemple, en mathématiques, ça passe essentiellement par le fait de pouvoir se payer des voyages pour aller en conférence et discuter avec d'autres personnes, ou même en organiser. Ou se payer aussi du matériel, puisque on peut avoir besoin, même en mathématiques, dans certaines disciplines, de faire des calculs sur ordinateur. Donc il faut des outils assez puissants. Donc l'idée, c'était de permettre de donner un petit bonus aux femmes, puisqu'elles sont moins nombreuses, pour les inciter à continuer dans la discipline. Okay. Et donc nous sommes aujourd'hui sous le regard de Amy Noether et Myriam Mirzakhani. Et personnellement, donc tout comme Sophie Germain, je les ai découvertes en tournant les vidéos pour notre chaîne. Et vous, donc, est-ce qu'il y a une femme mathématicienne qui vous a marqué? Et donc, c'est laquelle, si vous en avez? Bon, c'est vrai que j'aime bien les histoires de mathématiciens et mathématiciennes. En ce qui concerne les mathématiciennes, j'aime bien aussi Sophie Germain. J'aimais beaucoup l'histoire du fait qu'elle se réussit à récupérer les cours de l'école polytechnique en écrivant sous un pseudonyme, pseudonyme de personne qui existait vraiment, mais en utilisant le nom de Monsieur Leblanc. Le fait qu'elle ait même communiqué avec Gauss avec ce pseudonyme. Je trouve l'histoire assez incroyable. Et après, dans ma recherche, il m'arrive effectivement de croiser le théorème d'Amy Noether. Donc c'est aussi quelqu'un dont je connais moins l'histoire, mais dont je connais plus en fait de temps en temps les travaux, que je croise plus souvent. Parlons un peu de votre domaine de recherche. La deuxième question de notre questionnaire était que fait une mathématicienne? Sans surprise, les élèves ne savaient pas vraiment. Ils nous ont dit bien savoir ce que faisait un médecin ou un plombier, mais une mathématicienne, ils ne savaient pas grand-chose. Donc pouvez-vous nous éclairer sur votre métier? Alors, mon métier, en fait, j'ai une double casquette. J'ai une casquette de professeur, parce que je donne des cours aux licences ou au master à l'université, et j'ai aussi une casquette qu'on connaît plus, qu'on utilise le mot mathématicienne, qui est la casquette recherche. Donc ça veut dire que je fais de la recherche en maths. Donc de là, le métier de professeur, en général, on sait plutôt bien ce que c'est. Le métier de mathématicien, je dirais que c'est essentiellement créer des outils mathématiques, mais c'est comme si je créais plein de tournevis pour quelque chose. J'ai pas de vis à visser, mais je vais quand même construire des tournevis. Donc, l'idée, c'est que, certes, je vais résoudre des problèmes, comme par exemple, plutôt faire des démonstrations. C'est-à-dire, on apprend un jour le théorème de Pythagore, et un des grands intérêts quand on est mathématicien, c'est bien de savoir que des choses sont vraies, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir comment on prouve qu'elles sont vraies. Donc mon cœur de métier, c'est vraiment de prendre des énoncés qui ont l'air vrais, et même parfois souvent de construire des énoncés qui ont l'air vrais, et ensuite d'essayer de voir s'ils sont effectivement vrais ou faux. Donc là encore, il y a un double travail. Il y a essayer de trouver des énoncés intéressants, qui sont un peu pertinents, qui ont l'air vrais, et après, une fois qu'il y a ces énoncés, donc après que mon problème est construit, j'essaye de démontrer si effectivement il est. Parfois, c'est un peu compliqué cette phase de construction, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, mais on sait pas exactement quoi, donc on tâtonne. On tâtonne pour trouver une bonne question. Donc, pour résumer, vous cherchez donc à construire et à résoudre les problèmes, les deux à la fois. Oui, c'est ça. Je fais ça, et puis parfois, on est amené à construire des théories aussi, des nouvelles théories. Donc on construit tout un éventail de nouveaux types d'outils pour résoudre nos problèmes. Et parfois pour les formuler dans un bon cadre. Parce que parfois il n'y a pas un cadre évident, ou le cadre existant n'est pas le plus naturel pour formuler notre problème, et parfois on rajoute des notions, des objets. Donc non, c'est assez varié comme travail. Et j'ai cru comprendre que votre domaine de recherche était la géométrie algébrique. Pour moi qui ne sais pas du tout ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors, la géométrie algébrique, c'est le mariage entre l'algèbre, qui est l'étude des structures, et la géométrie, qui est l'étude des formes. Donc, des formes, tout le monde voit un peu ce que c'est, il y en a même une derrière nous, une jolie sphère. Mais plus simplement, par exemple, on peut partir d'une droite. Donc tout le monde sait tracer une droite, même en prenant sa règle et traçant avec le crayon.
Mais on voit un peu plus tard, parfois au collège, peut-être au lycée, que une droite, ça s'est décrit aussi à l'aide d'une équation. En l'occurrence, y égale ax plus b, avec a et b des paramètres à fixer. Donc, ça marche aussi pour le cercle ou pour la sphère, qui peut aussi se décrire avec une équation. Et donc, toute l'idée un peu naïve de la géométrie algébrique, c'est d'essayer de comprendre les propriétés de l'objet en étudiant les équations. Ou en étudiant la structure des équations, en associant un objet géométrique d'une certaine manière. Voilà. Donc c'est vraiment étudier des propriétés dites algébriques de structure pour en déduire des propriétés géométriques. Elle est donc connectée avec d'autres branches des mathématiques comme l'algèbre. Oui, vraiment c'est une fusion entre les deux. Et la géométrie algébrique elle-même peut se fusionner avec d'autres branches. Moi-même, dans mon domaine, j'utilise la géométrie algébrique pour étudier des équations différentielles, qui sont encore une branche plutôt en analyse, même si tout ce que je fais est un traitement extrêmement algébrique. Je sais aussi qu'il y a un mélange entre géométrie algébrique et statistique. Tout ce qui est algèbre et géométrie est aussi un peu relié à des questions plus pratiques, par exemple de cryptographie. Il y a toute une partie qui s'appelle en cryptographie la cryptographie sur courbe elliptique, et qui est une manière qui permet de créer des protocoles pour sécuriser les données. Donc oui, il y a des interactions avec d'autres branches. Et cette forme de mathématiques existe-t-elle depuis longtemps? Qui en sont les fondateurs? Alors, comme toujours en mathématiques, c'est difficile de dire un fondateur, il y a souvent beaucoup de noms qui sont associés. Des premières traces de géométrie algébrique, on va en retrouver au XIe, XIIe siècle dans les mathématiques arabes. Ensuite, on va passer au XVIe, Descartes en a fait un petit peu. Mais la forme qu'on retrouve surtout aujourd'hui a été construite entre les années 1900 et 1950. Donc là, il y a beaucoup de noms qui sont associés. On peut citer par exemple David Hilbert, Oskar Zariski, André Weil et Alexandre Grothendieck, évidemment. Donc, les mathématiques étant quelque chose de pyramidal, c'est difficile de dire qu'il y a eu un fondateur. À chaque fois, ils se sont inspirés des travaux des mathématiciens et mathématiciennes précédentes pour construire. Donc, mais oui, je dirais que dans la forme actuelle, les 4 derniers noms que j'ai cités, plus tous ceux que je n'ai pas cités, sont les fondateurs de la géométrie algébrique. Et le langage moderne, effectivement, est vraiment essentiellement dû à Alexandre Grothendieck. Et donc, la dernière question de notre questionnaire était « À quoi servent les mathématiques ?» Donc, une question que beaucoup d'élèves se posent. Et si un seul élève a répondu à rien, tous les autres répondent à peu près la même chose, à savoir à tout, dans la vie de tous les jours, ou juste à faire des calculs. Et donc, pouvez-vous nous aider à comprendre à quoi ça sert, donc pour notamment cet élève Eh bien, la personne qui a répondu à rien, en un sens, a peut-être pas complètement tort. Dans ma vision des choses, les mathématiques, c'est une boîte à outils. Donc une boîte à outils, ça veut dire que j'ai une jolie boîte avec plein de tournevis, de clés à molette dedans. On peut la poser quelque part, mais si on n'a rien à visser ou rien à réparer, elle ne sert effectivement à rien. Là où les mathématiques deviennent intéressantes, c'est quand elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes en soi, ça c'est une idée que je défends. Mais deviennent, disons, utiles dans la vie de tous les jours, c'est quand on les met en interaction avec d'autres domaines. Donc, à des exemples un peu naïfs, il y en a un extrêmement naïf. On veut faire, disons, un gâteau. On veut multiplier, on a 2 fois plus d'invités que ce qui est prévu par le gâteau. On va multiplier proportion par 2. Ou on peut en avoir 2 fois moins, divisé par 2. Donc on va faire des règles de 3 pour ajuster les proportions. Donc ce sont des mathématiques très naïves, mais finalement on joue avec les nombres, donc ce sont des mathématiques. On a un autre exemple, un peu plus poussé. Notre téléphone, par exemple, permet de nous géolocaliser. Donc pour faire ça, il reçoit les données de, disons, 3 satellites, voire plus, mais qui gravitent autour de la Terre. Et donc pour nous repérer à partir de là, donc effectivement, il y a toutes les équations de la physique qui sont mises en jeu, mais ensuite pour repérer, eh bien on va savoir qu'on a une certaine distance du satellite, ce qui va créer une sphère autour du satellite où on est, et en intersectant les données issues des 3 satellites, ça permet de nous localiser en un point. Et donc cette intersection de sphères, on est en train d'intersecter des formes, on est en train de faire des mathématiques. Un domaine qui est un peu plus proche des mathématiques que je fais, c'est souvent lié à la cryptographie. Donc toutes les questions de cryptographie sont extrêmement reliées à toute la partie théorie des nombres ou même un peu géométrie algébrique, puisque il y a des outils de la géométrie algébrique qui sont utilisés pour créer des protocoles cryptographiques. Donc là aussi on va en retrouver. Et on peut aussi citer par exemple
la désintégration des atomes. La désintégration des atomes, elle est prescrite par une équation qu'on appelle une équation différentielle. Donc une équation qui met en jeu des fonctions. Et donc résoudre cette équation nous donne la manière dont les atomes se désintègrent au fil du temps, la proportion d'atomes au fil. Et ça, là encore, toute la partie résolution d'équations différentielles, c'est encore des mathématiques. Donc vraiment, il y a énormément de domaines où les mathématiques sont en interaction entre. Le travail du mathématicien en tant que tel, ça va être de créer tout un panel d'outils, et c'est ensuite qu'on va les mettre en interaction avec beaucoup d'autres domaines pratiques. Nous allons nous arrêter là pour cette partie, et nous nous retrouvons donc bientôt pour la suite.